Tête à tête ce dimanche à Oyo entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les questions humanitaires et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC seront au centre des discussions. Et puis en sécurité à Kinshasa, près de 55 bandits ont été présentés par le porte-parole de FARDC. Un coup de filet réussi grâce à l'implication des services spécialisés. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, parle d'une insurrection. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'entretient ce dimanche à Oyo avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets seront au centre des discussions dans les questions humanitaires. Pour rappel, Félix Tshisekedi avait dépêché le mois dernier une forte délégation pour s'enquérir de plus près de la situation de précarité dans laquelle vivent les Congolais en provenance de Kwamouth, fuyant les conflits communautaires entre Teke et Yaka dans certains territoires de la République du Congo. Et au niveau régional, les deux dirigeants évoqueront l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et malgré ces critiques ouvertes, la RDC n'est pas prête à quitter l'EAC. Le président de la République l'a répété à la diaspora congolaise au Botswana, mais le pays se séparera bien de ses troupes si leurs résultats ne sont pas satisfaisants sur terrain. C'est Christophe Lutundula qui l'a réitéré devant la presse. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face à la énième violation de la feuille de route de Luanda et Nairobi par les supplétifs du Rwanda. Jean-David Kilolo signe ce reportage. Ayant constaté l'échec de l'envoi des troupes de l'EAC sur le sol congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a tenu à éclairer à la presse les grandes lignes de l'action diplomatique menée par son ministère sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il se dégage de toutes les étapes de Bujumbura et à Namibie que l'accent a été mis sur le respect de la feuille de route de Luanda et de Nairobi qui doit impérativement être appliquée. Mais fort malheureusement, le M23 n'a pas su respecter, faisant semblant de se replier alors qu'en réalité ce n'était qu'un leurre. L'ennemi est encore visible, déguisé en civil. Il continue à former ses cadres dans les environs de Tchanzu et encore visible dans les localités Kabinga et Kisangani où il cohabite avec les éléments de IPDF et de East African Community Regional Force. Il se renforce encore dans les territoires de Nyiragongo, effectuant des mouvements fréquents de l'Est vers l'Ouest de la route nationale numéro 2 en provenance du Rwanda. Christophe Lutundula a relevé plusieurs questionnements qui mettent en doute les prétendus retraits du M23. Si réellement les M23 se sont retirés, où sont-ils? Où sont les armes sophistiquées tant vantées par la communauté internationale et la MONUSCO? Bunagana, Kibumba, ces cités, sont-elles administrées par quelle force? Pourquoi les déplacés ne sont-ils pas retournés en République démocratique du Congo? Toutes ces interrogations laissent entrevoir, selon Christophe Lutundula, un simulacre de retrait, d'où la nécessité de l'envoi des troupes de la SADC qui auront un mandat offensif. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à ne laisser aucune portion de terre entre les mains de l'ennemi. Processus électoral, plus de 47 millions de Congolais enrôlés sur plus de 49 millions attendus. C'est la dernière mise à jour des chiffres faits par la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé être prête à constituer une équipe mixte d'experts nationaux et internationaux pour l'audit du fichier électoral 2022-2023. Les détails avec le rapporteur de la CENI, Patricia Nsea. Nombre d'électeurs enrôlés. 47 862 561, soit 97,14%,
Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 269 272. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 411 718. Nombre de majeurs à l'horizon 2024, 4 795 479. Nombre d'enrôlés congolais de l'étranger, 12 034. Nombre d'enrôlés par témoignage, 4 449 828. La CENI a connu quelques difficultés majeures suivantes. Au total, 31 cas de décès liés directement et indirectement à la révision du fichier électoral. La CENI précise qu'aucune organisation internationale ou nationale ne détient le monopole de l'expertise en matière de l'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent au service d'experts indépendants. La CENI a, lors de son assemblée plénière du 5 mai 2023, levé l'option de constituer une équipe mixte composée d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral par le biais d'un appel à candidature. En sécurité à Kinshasa, près de 55 bandits ont été présentés par le porte-parole des FARDC. Un coup de filet réussi grâce à l'implication des services spécialisés. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, pense à une insurrection tenant compte du panneau solaire, un appareil phony et plusieurs autres armes blanches trouvées aux mains de ces jeunes au quartier Grand Malik dans la commune de Ngaliema. Le général-major Sylvain Ekenge fait le point. Ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés. Et il reste les 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers des Grand Malik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Parlons éducation à présent. En séjour à Bruxelles, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a rencontré le groupe Kilakitu Online et Google dans le cadre du projet de numérisation du système éducatif congolais. Les détails dans cet élément signé Amina Bayombo. C'est dans le cadre du projet actuel de numérisation du système éducatif congolais que le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a rencontré ce jeudi 11 mai l'équipe Kilakitu Online et Google à Bruxelles. À cette occasion, il a assisté également à la présentation d'une partie du matériel informatique et à des démonstrations des logiciels qui y seront intégrés. Cette digitalisation vise principalement la modernisation du système éducatif en RDC afin d'assurer un accès à une éducation de qualité pour tous, ainsi que la mise en place d'un meilleur contrôle de son secteur sur l'ensemble de la République. Le ministre Tony Mwaba à Bruxelles, une mission qui présage une solution intelligente à la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements scolaires de la République démocratique du Congo.
Et avec 438 morts suite aux inondations et glissements de terre survenus dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, le territoire de Kaleye au sud Kivu est déclaré zone sinistrée par le Premier ministre. L'aide humanitaire continue d'être achevée dans cette partie du pays. Bouchouchou reste à ce jour l'un des villages les plus touchés par ces inondations meurtrières. Le traumatisme est encore présent dans l'esprit de tout le monde à Kaleye. Sur place, c'est la désolation un peu partout. Les familles des victimes et les rescapés manquent encore de beaucoup de choses et tentent de se mettre à l'abri d'un prochain drame. Au niveau national et international, les mobilisations continuent. Aux côtés de l'aide gouvernementale, des individus et des entreprises ont aussi mis la main à la poche pour venir à la rescousse des sinistrés. La MONUSCO a annoncé une aide de 3 millions de dollars. Ils permettront de renforcer les opérations d'accès à l'eau, aux services d'hygiène, à la santé, aux abris, ainsi qu'aux articles ménagers. Les patrons de l'OMS, Tedros Adhanom, a exprimé ses pensées aux familles qui ont été touchées par les inondations catastrophiques. Son équipe d'urgence est sur le terrain et travaille en collaboration avec les autorités pour fournir des soins de santé essentiels. L'OMS a envoyé des fournitures médicales pour le soin des traumatologies, le choléra et d'autres produits vitaux, peut-on aussi lire sur le tweet de Tedros Adhanom. Dans le monde, le Premier ministre japonais a exprimé ses sincères condoléances aux victimes et à leurs familles endeuillées. Fumio Kishida a exprimé sa sympathie et a prié sincèrement pour la reconstruction rapide des zones affectées. La délégation gouvernementale que devra conduire Sama Lukonde est toujours attendue. En attendant, Kaleye est déclarée zone sinistrée. Et en dehors de nos frontières, journée décisive en Turquie, les bureaux de vote ont ouvert à 8h. Le pays élit ce dimanche 14 mai son président et ses députés. Le chef de l'État sortant, Recep Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat, mais face à lui, son principal rival Kemal Kılıçdaroğlu est donné favori par la plupart des sondages. Sûr de au pouvoir depuis 20 ans, le président turc Recep Tayyip, confronté pour la première fois à une opposition unie, voit sa réélection incertaine après plusieurs sondages qui sont en faveur de son adversaire Kemal. Celui-ci à la tête d'une opposition constituée des 6 partis, des centres-gauche et centre-droite. L'alliance de la nation de Recep Erdogan pourrait perdre les élections. Le chef de l'opposition Kemal a construit sa campagne sur de messages positifs promettant une embellie économique et un retour des libertés. À quelques heures de la présidentielle, le soutien au président sortant a largement diminué dans les zones touchées par le séisme de février dernier. Et c'est en raison de la réponse tardive, terne et pas à la hauteur qui a été emportée par l'exécutif lors de la catastrophe, laissant planer les doutes quant aux promesses du président sortant d'une reconstruction rapide. Le président sortant, quant à lui, ne perd pas espoir face à ses adversaires. Au cours de son meeting de ce samedi, ce dernier a mobilisé des milliers d'électeurs. Il s'est montré à la fois combatif et confiant, honorant en effet ses partisans de l'avoir soutenu, vantant son bilan des 20 dernières années. Signalons qu'une partie de la diaspora de ces pays était déjà aux urnes de manière anticipée. C'est le cas du Pays-Bas, où les votes s'est dégénéré en bagarre générale et plus de 300 personnes sont impliquées dans ces troubles. En Allemagne, plusieurs électeurs se sont mobilisés pour le président sortant Recep Tayyip. Cette masse s'est multipliée par rapport aux dernières élections de 2018 où le président avait obtenu 65% des votes, ce qui pourrait profiter en sa faveur pour la présidentielle du 14 mai 2023. Signalons que 60 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Tête à tête ce dimanche à Oyo entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les questions humanitaires et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC seront au centre des discussions. Insécurité à Kinshasa, près de 55 bandits ont été présentés par le porte-parole des FARDC. Un coup de filet réussi grâce à l'implication des services spécialisés. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, parle d'une insurrection. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50 à 19h. Retrouvez Amina Bayombo pour d'autres titres d'actualité.
l'actualité reste en continu.